Vous étiez peut-être de ceux qui avaient l'intention de venir du 10 au 12 juillet à Couture-sur-Garonne pour participer et assister au Festival international de journalisme. Malheureusement, le coronavirus, comme vous le savez, nous a conduit à reporter cette 5e édition à 2021. On n'avait pas le choix, de toute façon, début juillet, ce n'était pas possible raisonnablement d'organiser ce festival. Mais pour maintenir le lien avec tous les festivaliers internautes qui suivent le festival, on a tenu à organiser un certain nombre de rencontres avec l'équipe éditoriale du festival qui préparait cette édition 2020. On commence donc aujourd'hui avec une première rencontre qui est consacrée à un sujet qui est complètement dans l'actualité, puisqu'il s'agit de la fin du monde. Joue-t-on à se faire peur? C'était l'intitulé qu'on avait prévu pour cette thématique qu'on devait aborder avec vous, festivaliers, en juillet prochain. Alors, pour discuter de cette thématique, nous sommes 4 aujourd'hui. Donc, je me présente, Gilles Van Koch, je suis le président du Festival international de journalisme, je suis également journaliste au Monde. Je suis aujourd'hui accompagné de Delphine Vaudor, qui est journaliste idées et culture à Courrier International, qui est un des magazines du groupe Le Monde, et par Olivier Noyas, qui est lui journaliste environnement à la vie, qui est un autre hebdomadaire du groupe Le Monde, et également par Sonia Junot, qui est la co-directrice du Festival de journalisme et qui va sélectionner et relayer vos questions auprès de Delphine et Olivier, que je remercie tous trois d'être là aujourd'hui, comme je vous remercie d'être là aussi un 1er mai au matin, devant votre écran ou devant votre smartphone pour participer à cette rencontre. Alors, c'est la première d'une petite série, puisqu'on aura d'autres rencontres prévues dans les jours qui viennent. On a choisi d'attaquer par la thématique qui est la plus au cœur de cette actualité. Vous pouvez poser vos questions donc, à Olivier et Delphine directement sur le compte Facebook du Festival international de journalisme. Sonia nous les relayera dans un deuxième temps, dans une dizaine de minutes, après une première partie où je vais poser quelques questions à Delphine et Olivier à la fois sur leur thématique, mais aussi sur ce qu'ils font actuellement, comment ils vivent le confinement. Comme vous le voyez, nous sommes tous chez nous. 99% des personnels, des collaborateurs du groupe Le Monde sont aujourd'hui en télétravail, comme la plus grande partie de la population. Et donc Delphine, à toi l'honneur, raconte-nous un petit peu comment fonctionne ton journal aujourd'hui et comment toi tu travailles depuis le 17 mars. Bonjour Gilles et bonjour aux internautes. Alors, moi, à titre personnel, comme je pense la plupart des festivaliers et des Français en général, j'ai la chance de travailler et quand je travaille chez moi, souvent pas en veste comme aujourd'hui. C'est un petit peu spécial pour moi aujourd'hui. Voilà, j'ai mis en place une petite routine, comme la plupart de mes collègues de Courrier International, une routine qui est quand même marquée par le fait de maintenir une vie de rédaction à distance. Courrier International est un journal, un magazine qui fonctionne à 100% en télétravail aujourd'hui. Mais tout ça peut se faire. On peut continuer à alimenter le site et à faire le magazine parce qu'on a beau travailler en pyjama, en jogging ou être chez nous, pour certains gérer les enfants, on maintient un rythme d'échange très régulier, très important au sein de la rédaction, avec tous les services également qui travaillent en plus de la rédaction. Mais en tout cas, en termes d'échange sur l'actualité, sur ce que chacun à Courrier peut lire de sa presse, de ses thématiques dominantes, de ses zones culturelles dominantes, il est assez primordial de mobiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour faire vivre la discussion, le débat au sein du journal. Et ça fonctionne plutôt bien. Je pense qu'on est comme beaucoup, les journalistes, on a un petit peu envie de se retrouver, de voir nos collègues, de pouvoir discuter, interagir en vrai, mais en tout cas, on a une vie de rédaction plutôt riche et c'est une chance que de pouvoir la maintenir en cette période. Olivier, est-ce que c'est pareil, on va dire, à la vie? Est-ce qu'il y a quand même un semblant de collectif qui se maintient? Oui, bonjour à tous tout d'abord. Oui, alors moi, à titre personnel, déjà, je suis confiné chez moi, à Paris, en famille. Et puis, dans ce qu'a dit Delphine, il y a beaucoup de choses similaires avec ce qu'on vit à la rédaction de La Vie, hein. C'est-à-dire qu'on a mis en place effectivement un processus de télétravail. On va dire que 99% des effectifs sont en télétravail. On utilise beaucoup les visioconférences.
Et on a effectivement, comme beaucoup de journaux aussi, on s'est un peu adapté, on a réduit un peu la pagination et on l'a recentré effectivement, on va dire toutes les couvertures qu'on fait depuis plusieurs semaines ont pour thème commun le coronavirus, alors décliné de différentes façons. Et c'est vrai euh, on note, de la part de nos lecteurs différents, nos titres, une forme de reconnaissance par rapport au travail, parce que je crois qu'effectivement, on apprécie encore plus ce qui était habituel. C'est vrai que recevoir, par exemple, dans sa boîte aux lettres un journal auquel on tient, eh bien, il y a une espèce d'émotion qu'on sent chez les lecteurs d'avoir ce lien maintenu. Et je crois que c'est important de le maintenir, et je crois que c'est important aussi de continuer de faire une information libre, honnête et sur les événements qui préoccupent effectivement tout le monde. Alors, on va parler de votre thématique. Je vous rappelle que le Festival de journalisme, il est construit autour de 7 thématiques d'actualité et d'information et sur les médias eux-mêmes. Et donc, une des 7 thématiques, on l'avait choisie au mois d'octobre dernier, c'était « Fin du monde, joue-t-on à se faire peur ?» Donc, évidemment, on pensait parler plutôt de collapsologie, de crise climatique. On n'avait pas évidemment anticipé la crise sanitaire qui arrivait. Et quand on a imaginé qu'on pourrait tenir quand même le festival, ça n'a pas duré très longtemps, pendant quelques jours, on s'est dit, cette thématique-là, il faut vraiment qu'on la retravaille pour rebondir sur la crise sanitaire. Alors, vous étiez, Delphine et Olivier, vous êtes le binôme chargé de cette thématique. Et donc, racontez-nous un peu ce que vous aviez prévu de raconter et de débattre avec les festivaliers et comment, on va dire, cette crise sanitaire a vu percuter et quelque part est venue rencontrer votre thématique. Olivier, peut-être. Bah oui, effectivement, c'est vrai quand on regarde avec le recul du temps, ça pourrait presque être alors soit un gag, soit nous attribuer un caractère visionnaire, hein, évidemment. Non, c'était un thème sérieux. Effectivement, on a vu monter depuis un ou deux années, notamment dans l'édition, beaucoup de thèmes liés à ce qu'on appelle la collapsologie. Il faut peut-être expliquer rapidement collapsologie. Ça vient de l'anglais collapse, s'effondrer. Donc c'est pas une science, c'est plutôt une discipline ou un courant de pensée qui pense que voilà, notre civilisation thermo-industrielle va s'effondrer, hein, notamment par rapport à différentes crises écologiques. Et donc, ce qui était important déjà dans le premier thème qu'on avait choisi, Fin du monde, joue-t-on à se faire peur, c'était le point d'interrogation. Parce que pour nous, effectivement, en tant que journaliste, ce qui est important, c'est pas d'être pour ou contre la collapsologie, mais c'est de questionner la collapsologie. Et c'est vrai que quand est arrivée cette crise sanitaire, bon, au-delà de l'effet sidération commun à tout le monde, parce que nous sommes aussi des citoyens, et cette sidération, elle s'est emparée de nous, c'est vrai qu'on avait pensé à un deuxième titre, que Delphine va sans doute expliciter, qui aurait été du confinement à l'effondrement, avec toujours ce fameux point d'interrogation, parce que pour nous, dans notre métier de journaliste, ce qui est important, quel que soit le thème choisi, c'est de toujours questionner le sujet, de le contextualiser et de le rendre accessible au plus grand nombre et d'offrir une pluralité de points de vue. Delphine ? Oui, alors du confinement à l'effondrement, effectivement, ça vient du fait que on pensait, nous, interroger la perspective d'une crise lointaine ou que certains disent, même certains critiques de la collapsologie disent un peu fantaisiste hein, dans son hypothèse. Et puis, on se retrouve avec une crise. Est-ce que cette crise est un effondrement? C'est la question qui se pose. Et est-ce que cet effondrement, c'est bien celui qu'avait prévu les tenants de la collapsologie? Et c'est comme ça qu'on a décidé de réorienter notre thématique en interrogeant davantage qu'on ne pensait le faire au départ la question du système économique dans sa globalité et la question de la crise du capitalisme au sens large. Et on voulait se demander si ce qu'on vit là est un vrai tournant, comme semble le penser un certain nombre d'intellectuels, comme le laisse entendre un certain nombre d'interventions, en France comme à l'étranger d'ailleurs, ou est-ce qu'on vit en réalité un tournant en trompe-l'œil, c'est-à-dire que ce que pourrait amener cette crise sanitaire en termes de remise en question, est-ce que ce n'est pas tout simplement un effet de discours du moment
On entend beaucoup en ce moment, oui, bon, on a affaire à une crise systémique, il faut en profiter pour interroger, pour revoir nos modèles et mettre en œuvre de façon extrêmement volontariste aujourd'hui une transition énergétique digne de ce nom. Certains disent que c'est le moment et que cette crise va être un levier et va y aider. D'autres disent qu'en réalité, ce serait une illusion que de le croire et que le système capitaliste tel qu'il est conçu, tel qu'il s'est mis en place, tel qu'il fonctionne depuis quelques décennies, ne fera en réalité qu'accélérer ses objectifs et son fonctionnement actuel dans le but d'une production toujours accrue et d'une exploitation toujours accrue des ressources naturelles. Et il nous semblait que du coup, cette question, elle venait vraiment percuter celle de la collapsologie et de cette question d'un effondrement que certains disaient immédiat, que d'autres disaient incertain, lointain, etc. Voilà, c'était un petit peu une des façons pour nous de recentrer le questionnement autour de cette crise sanitaire. D'accord. Bah, n'hésitez pas à poser des questions, vous qui assistez à cette vidéoconférence sur le Facebook du Festival international de journalisme. On attend vos questions, mais en attendant qu'elles arrivent, moi j'ai une question à vous poser par rapport à un parallèle qui est dressé de plus en plus souvent, fréquemment ces dernières semaines. Le parallèle entre la crise sanitaire et la crise climatique. Cette crise sanitaire, ce serait un avant-goût, entre guillemets, de la crise climatique. Est-ce que ça vous semble pertinent comme parallèle ou est-ce que c'est un peu, on va dire, un peu factice? Alors, Pablo Servigne, qui est la grande figure de la collapsologie, puisque c'est lui qui a forgé le néologisme de collapsologie. Eh bien, Pablo Servigne a fait une intervention dans ton journal, Gilles, dans Le Monde. Il a été interviewé par une journaliste du Monde et il dit que seuls pourraient répondre à cette question les archéologues du futur. Bien malin qui pourrait aujourd'hui affirmer bien malin et sans doute un peu imprudent qui pourrait dire oui, c'était ce qu'annonçait la collapsologie, ce qu'annonçaient les effondristes, ou au contraire une préfiguration. Bon, l'hypothèse des collapsologues aujourd'hui est de dire qu'on vit probablement une première étape d'un effondrement plus global lié à la crise climatique. Je crois que Servigne parle d'une crise cardiaque, d'une convulsion. Ce qui est certain, c'est que effectivement, de toute façon, cette crise sanitaire s'inscrit dans des problématiques qui sont celles de l'accélération des flux, de la production, de la mondialisation, qui est une question qu'interroge également la crise climatique. Je pense qu'Olivier en parlera plus précisément que moi, mais il est effectivement très clair que ce moment interroge nos modèles. Ça, c'est quand même ce qui ressort du débat en France comme à l'étranger. Olivier ? Oui, c'est une question, c'est même la question. C'est difficile d'y répondre. Effectivement, il vaut mieux avoir le recul de l'historien que l'actualité immédiate. Il y a quand même, on va dire, il y a des points de ressemblance et il y a des points de différence. Parmi les points de ressemblance, tout le monde l'a constaté, c'est l'effet domino. C'est le fameux battement d'aile du papillon qui intervient à des milliers de kilomètres et qui provoque une tornade à d'autres milliers de kilomètres. Bon, là, c'est un microbe en Chine et puis dont l'effet se fait sentir sur toute la planète. Donc, cet effet domino que décrivaient très bien les effondristes, on va les appeler comme ça, ou les collapsologues, effectivement, on le retrouve là. Par contre, il y a une différence. Beaucoup de collapsologues décrivaient comme état de l'effondrement, enfin un des critères de l'effondrement, c'était en gros l'effondrement de l'État et de tous les services minimum eau, électricité, Internet. Bon, le fait même qu'on utilise là ce Zoom par Internet montre que tout ça ne s'est pas effondré. Et bien au contraire, là pour le coup, dans le moment où on est, mais il faut être très prudent, l'histoire n'est pas finie, on assiste plutôt à un retour de l'État. L'État est même redevenu omniprésent. Voilà. Donc il y a à la fois des ressemblances et des différences.
Alors après, de toute façon, nous, on avait l'intention, et je pense que ça restera un des traits dominants de l'édition 2021, c'est qu'on voulait mettre en dialogue, en questionnement justement, ce qu'on appelle les collapsologues et les climatologues, pour voir justement là où il y a des points de convergence et là où il y a des points de divergence. Est-ce que par exemple, la collapsologie est une science? Moi, honnêtement, je ne pense pas. C'est un courant de pensée. D'ailleurs, c'est ce que disent les climatologues. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est ce dialogue-là, ce dialogue qu'on voulait déjà mettre en place dans l'édition 2020. Il garde toute sa pertinence pour l'édition 2021. L'avantage qu'on aura, évidemment, en 2021, c'est qu'on aura une année de plus pour, là, ce qu'on esquisse, avoir un peu plus de certitude. Un peu plus de certitude, parce que je crois que dans ce genre de choses, il faut se méfier des grandes déclarations péremptoires, des gens qui savent tout, etc. Et voilà. Sonia, on a une question qui arrive de celles ou ceux qui nous suivent sur Facebook. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, j'ai Julie et Céline en fait qui se posent un petit peu la question. C'est aujourd'hui, on est en train de gérer la crise sanitaire et les forces publiques sont vraiment concentrées sur cette gestion. Est-ce que vous savez s'il existe une cellule ou une instance qui pense le monde d'après? Est-ce qu'il y a des décideurs mondiaux qui souhaiteraient vraiment changer le monde un petit peu? Il y a cette notion de demain. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a beaucoup de discours. Il n'y a pas une instance, bien sûr, qui prend en charge cette question du monde d'après. Hein. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Il y a beaucoup de mouvements de pensée qui étaient déjà préfigurés avant la crise sanitaire. Il y a des volontés politiques affichées. On a beaucoup parlé ces derniers mois du Green New Deal. C'est une expression qui signifie nouvelle donne, nouvelle donne verte, nouveau pacte vert. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup monté comme thématique dans la campagne présidentielle américaine, que portait notamment Bernie Sanders, qui avait fait de cet objectif de transition verte un pilier de sa campagne. Et puis, la nouvelle présidente de la Commission européenne a également affiché une volonté très forte d'avancer sur ces questions-là. Toute cette question toute cette réflexion autour du Green New Deal, ça vient quand même de tout un courant de pensée. Il y a beaucoup d'économistes, d'organisations citoyennes et militantes qui poussent vers ce qui serait le Green New Deal. L'objectif, c'est d'être à zéro émission, zéro émission de gaz à effet de serre, zéro émission nette en 2050. Hein. C'est l'objectif commun au pacte vert de Van der Leyen et de la façon dont est formulé le Green New Deal aux États-Unis. Tout ça, il y a des économistes qui cherchent à le pousser aujourd'hui. On le voit dans les interventions qui sont faites par les uns et les autres, hein, des économistes, des intellectuels qui disent cette crise, elle nous donne l'occasion de pousser vers ces solutions-là. Je mentionnerai ici une tribune assez intéressante de Mariana Mazzucato, qui est une économiste italo-américaine, qui a théorisé l'idée de l'État entrepreneur. C'est quelqu'un qui dit que l'État et les financements publics et les soutiens publics sont beaucoup plus présents qu'on ne le croit dans la plupart des innovations, y compris l'iPhone, l'Internet, l'algorithme de Google également. Eh bien, cette économiste, elle a publié il y a quelques semaines un article dans le Guardian pour dire l'État a la main, les États ont la main pour le meilleur et pour le pire. Hein. D'ailleurs, la question des libertés, des atteintes ou non aux libertés se pose. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'État intervient pour soutenir l'économie, etc. Il faudrait profiter de ce moment pour pousser justement la réflexion et l'action sur la transition écologique, sur le basculement vers un nouveau modèle de production des énergies. Olivier, tu veux compléter ou on prend une autre question? Oui, enfin, les décideurs, je crois qu'il y a des forces contraires. Effectivement, en Europe, il y a plutôt des gens qui essayent de réfléchir à un monde d'après plus écologique, plus solidaire. Après,
dans le monde tel qu'il existe, il y a aussi des forces, bon, on n'a qu'à prendre l'exemple du président américain ou du président brésilien, qui pensent strictement l'inverse et qu'il faut très vite reprendre tout ce qui se faisait avant, y compris là pour le coup pour le pire. Non, ce qui me paraît intéressant, moi, c'est le bouillonnement effectivement de la société civile, des économistes dont a parlé Delphine, et aussi des intellectuels. Il y a notamment un qu'on avait repéré et qu'on avait l'intention d'inviter à Couture 2020 et certainement à Couture 2021. Je voudrais le citer, c'est Bruno Latour, qui est à notre avis un des meilleurs penseurs des crises écologiques que nous vivons. Et il a publié notamment une remarquable tribune dans la revue en ligne qui s'appelle AOC, Analyse, Opinion, Critique, où en gros il répondait à cette espèce d'injonction, il faut vite recommencer comme avant. Et lui disait non, surtout pas, il faut d'abord réfléchir justement aux impasses dans lesquelles on se trouve et réorienter, c'est ce qu'il appelait justement, il nous appelait à être des interrupteurs de globalisation. Ça ne veut pas dire revenir à un monde autarcique et complètement fermé, mais se poser quand même des questions d'une espèce de globalisation effrénée et non maîtrisée qui nous a mis dans la situation actuelle. Sonia, il y a d'autres questions qui arrivent. Tout à fait, notamment sur la question de l'information. Certains disent que le flux médiatique permanent, avec des informations qui se complètent et souvent qui se contredisent, notamment du gouvernement, du conseil scientifique, etc. Est-ce que ça participe à créer un peu cette peur dans la société? Alors, je ne suis pas tout à fait compétente pour répondre sur la qualité et l'aspect contradictoire des informations. Sur le phénomène de peur, il semble simplement de toute façon naturel, étant donné le moment, de ressentir de l'anxiété. Et probablement que dans certains cas, il est tout à fait plus que fondé même d'interroger la façon dont on communique sur les éléments connus ou inconnus. Il y a toute une incertitude qui rend très anxiogène ce moment. Et ça rejoint un thème un peu plus large dont parlent pas mal d'auteurs qui nous intéressaient avec Olivier, d'ailleurs, dans le cadre de ce festival, hein, qui parlent de l'éco-anxiété. Alors là, on a affaire, et je pense qu'on le ressent tous derrière nos écrans, là on est content de se retrouver, mais c'est vrai qu'on se sent quand même globalement tous dans un moment d'incertitude, de solitude pour certains, et on est anxieux. Il y a tout un courant d'auteurs qui réfléchit depuis un moment, qui a identifié une espèce d'angoisse sous-jacente plus existentielle que ressentent certains citoyens, certains intellectuels qui s'intéressent aux questions de la crise écolique et notamment à la question de l'effondrement possible ou pas. Il y a même un néologisme, je crois, qui s'appelle la solastalgie. Je crois que Olivier, tu confirmeras. C'est un concept qui a été forgé par un philosophe australien, Glenn Albrecht, qui dit nous devons apprendre à vivre dans un monde dont il faut faire le deuil du futur, ce qui est une situation quand même très spéciale. Et il semblerait que de ce point de vue-là, on vit aujourd'hui un moment qui conduit à l'accélération, en tout cas à l'exacerbation de ce sentiment. Et c'est probablement quelque chose que pourrait ou que devrait prendre en compte la communication politique. Il y a peut-être quelque chose à interroger de nos émotions collectives et savoir dire je ne sais pas, nous ne savons pas, et savoir le dire de façon transparente et non de nature à créer de trop d'anxiété. C'est probablement un exercice assez compliqué. Voilà. D'accord. Moi, j'ai une question pour Olivier. Puisqu'au Festival de journalisme, on s'intéresse aussi au regard que portent les médias sur le thème. La collapsologie, est-ce que alors, dans le groupe Le Monde, on a des médias qui ont plutôt une certaine fibre environnementale, que ce soit Télérama, Courrier, La Vie, Le Monde, l'Obs. Quel regard posent les médias sur la collapsologie? Est-ce que c'est un regard plutôt de sympathie? Est-ce qu'on en fait trop, du coup, peut-être, parce qu'on est plus à l'écoute des collapsologues que d'autres? Quel regard tu poses là-dessus, toi?
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un peu le but de ce Festival international du journalisme, c'est de réfléchir sur nos propres pratiques. Et c'est vrai qu'on s'était constitué avec Delphine un petit dossier de presse, hein, je l'ai là. Je pourrais montrer très rapidement quelques couvertures, si c'est Bien juste sûr, bien sûr. là, où on voit des couvertures, voilà, je ne sais pas si on les voit. Là. On les voit. Ah, on les voit à l'envers. Non, Ah, non, on les voit. Non, non, on voit bien. on les voit à l'envers. Donc Non, non, on voit bien. voilà, Courrier international. Mm. Bon, d'autres revues, pas du groupe, mais peu importe. Voilà, Absolument. Philosophie Magazine, Libération. Ouais. Donc en gros, à la fois, donc on va dire les choses très clairement, à la fois c'est un thème qui intéresse et c'est aussi un thème qui fait vendre. Hein. Voilà, ne nous cachons pas des choses. Alors après, moi ce qui me paraît intéressant justement, c'est de questionner ce récit de la collapsologie. D'ailleurs, on avait prévu aussi, il y a le journalisme, et puis très rapidement, on peut déborder sur un point qui est très riche, qui est aussi la fiction. Les œuvres de fiction, les romans, les séries télévisées, etc., qui utilisent beaucoup les fondements. Donc effectivement, je crois qu'il y a sur le récit de la collapsologie beaucoup de choses. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Moi, je pense que ça, c'était une question, c'est pas à moi d'y répondre. Pour le coup, le point de vue des lecteurs, de nos lecteurs, est intéressant, mais ça me paraissait justement à des thèmes à approfondir dans l'édition de Couture. Et c'est vrai qu'il faut se méfier, en tout cas avoir ça en tête, que sur certaines personnes, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, hein, les émotions, c'est quand même de l'ordre du très personnel. Justement, un peu comme des fois, on le dit souvent, il y a l'obésité, il y a l'infosité. Trop de mauvaises nouvelles, on ne peut pas les absorber. Et puis Infobésité. ça peut être très paralysant. L'infobésité, effectivement. L'infobésité, pardon. Ouais. Sonia, d'autres questions qui viennent Tout à fait. Il y a beaucoup cette question de comment les médias racontent un petit peu cette crise, la quantité d'informations. Certains s'interrogent aujourd'hui, c'est comment raconter des scénarios possibles du futur sans jouer des mauvais oracles, en fait. Comment on peut se projeter sans alimenter cette peur, Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. On sent qu'il y a une angoisse quand même. Il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça. C'est la question du catastrophisme, quoi. Ouais, exactement. Est-ce qu'on est catastrophiste? Est-ce qu'on en fait trop? C'est aussi la question qui est à travers ça. Olivier? Oui, je crois que ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Je crois qu'on essaye tout dans nos différents types, de montrer aussi qu'il y a des solutions possibles, hein, qu'on n'est pas uniquement dans un scénario complètement noir où il n'y aurait pas. Et d'ailleurs, c'est une des critiques, et à mon avis, elle est assez légitime, qui est faite à la collapsologie, qui pourrait être justement de décourager et d'encourager même des comportements irresponsables, du type, puisque c'est foutu, allons-y à fond, faisons le tour de la Terre en avion. Bon, là, on ne peut plus le faire, mais roulons en 4x4, etc. Soyons égoïstes, puisque les choses, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc ça, je pense que c'est une des critiques recevables qu'on peut faire au courant collapsologiste. Et c'était notre intention justement de questionner ces gens-là. D'ailleurs, eux, ils y répondent en disant, voilà, nous, c'est un peu le titre du livre de Pablo Servigne, c'est-à-dire en gros, nous, on prévoit une autre fin du monde est possible. Et eux estiment que justement, après l'effondrement, va naître une société de la solidarité, de la convivialité, du partage. Moi, je pense que c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, on le voit avec la crise du coronavirus. On voit des choses admirables, une solidarité, et puis on voit des comportements assez lamentables de gens qui dénoncent les uns aux autres, qui ne veulent pas que des soignants habitent leur même immeuble, etc. Donc, je veux dire, c'est pas, voilà, le noir et blanc, à mon avis, n'aide pas à avoir une appréciation de ce qui est en train de se passer. Delphine, toi qui as une vision à 360, on va dire, sur la presse internationale, est-ce que la collapsologie, c'est un phénomène occidental ou il y a aussi des collapsologues chinois, indiens, africains, sud-américains? Enfin, est-ce que c'est vraiment une tendance mondiale? Alors, ça reste un phénomène de riche, hein, la collapsologie. C'est d'ailleurs une des critiques qu'on peut adresser à la collapsologie, c'est de rester relativement ethnocentré. Qu'est-ce que l'effondrement? Est-ce qu'un certain nombre de zones, de pays ne l'ont pas déjà largement vécu? Il y a quand même quand on cherche dans la presse internationale sur cette notion d'effondrement et de collapsologie, on trouve essentiellement des échos et des similarités dans la presse anglo-saxonne, ce qui dit bien ce que ça veut dire. Alors, ceci dit, ces échos et ces parallèles, ils sont plutôt intéressants, puisqu'ils disent que, notamment dans le monde anglo-saxon, on n'a pas attendu ce néologisme de collapsologie pour penser l'effondrement.
Il y a un auteur, on vous a mis pas mal de références avec Olivier sur la page du festival, hein, vous pourrez retrouver tout ça. Il y a un auteur assez intéressant aux États-Unis qui s'appelle Jared Diamond, qui est biologiste et géographe, qui répond un petit peu à ce profil qu'ont les penseurs de la collapsologie qui sont dans une pensée très, très transversale. Et lui, Jared Diamond, il a étudié depuis déjà il a publié un livre sur le sujet en 2005, l'effondrement des civilisations, celles qui s'effondrent, celles qui survivent et pourquoi. Et donc lui, ça fait un moment qu'il nourrit cette réflexion plus large de l'effondrement aux États-Unis. Mais c'est vrai que cette idée d'étudier de façon transversale tous les types d'effondrements possibles et comment ils peuvent se coaliser pour créer un faisceau qui amènerait à la disparition finalement de la civilisation occidentale, de toute une ère, voire de toute la Terre, ça c'est quand même assez spécifique à la collapsologie française. Et là, le premier bouquin de Pablo Servigne et Raphaël Stevens vient d'être traduit là, ce mois-ci aux États-Unis. Il commence à faire parler de lui et c'est vrai qu'on l'identifie quand même comme un phénomène très français. Hein, on va se donner 5 minutes de plus, qu'il y a encore des questions qui arrivent. Donc, on avait dit 30 minutes. Bon, écoutez, on va dépasser de 5 minutes. Je pense que le sujet le mérite largement. Sonia, encore une ou deux questions? Oui, tout à fait. Alors, on va passer peut-être sur le climat, en fait, puisqu'on lit beaucoup l'impact, cette pandémie a un fort impact sur le climat. Aujourd'hui, on parle de la Convention citoyenne pour le climat. Pourrait-elle avoir un rôle plus important après cette crise, ou est-ce qu'on doit redéfinir son objectif? Je vous demande de répondre rapidement, quand on n'a plus que 5 minutes, s'il vous plaît. Olivier, Voilà. Delphine. Olivier, vas-y. La réponse est assez évidente. Oui, évidemment. Évidemment, sa pertinence était déjà grande avant cette crise, mais là, elle est multipliée au minimum par 2. D'ailleurs, son interpellation vis-à-vis des pouvoirs publics a été renforcée par l'avis du Haut Conseil pour le climat qui dit qu'il ne faut surtout pas faire une relance grise, mais une relance verte. Donc oui, je pense, et surtout ce qui est important, c'est le mot citoyen, parce qu'il ne faut pas que ce soit un débat uniquement ni réservé à ce qu'on appelle les décideurs, ni purement intellectuel. Il faut aussi que la société civile dise, après le choc qu'on est tous en train de vivre et qui n'est pas encore fini, justement quel type de société on veut pour après. Donc ça, oui, ça me paraît fondamental, oui, 10 fois oui. Autre question, Sonia? Il y a beaucoup de questions, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de remarques aujourd'hui par rapport à la politique qui est faite aujourd'hui politiquement. Est-ce qu'on propose une réelle alternative au système actuel? Est-ce que, sans trop faire ni trop noir de catastrophisme, de collapsologie, ni trop blanc de l'angélisme, est-ce qu'il y a une alternative qui peut, et quelle serait-elle selon vous dans les prochains mois, prochaines années? Et je rebondis quand le président de la République dit qu'il faut se remettre en question et se poser des questions qui étaient peut-être un peu en dehors du spectre. Est-ce que vous croyez, Delphine et Olivier, que ça va vraiment changer quelque chose dans les équilibres politiques, dans la façon dont les élites politiques abordent les questions d'environnement et d'économie, et parfois l'opposition qui peut être faite entre l'économie et l'environnement? Est-ce que cette crise va avoir un effet salutaire? Alors là, on parle, je dis je. Hein. Je dois dire que moi, je suis pas une grande optimiste par nature et que j'entends plutôt aujourd'hui, moi, malheureusement, je prête un peu plus de crédit pour l'avenir aux discours pessimistes comme notamment un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk, mais d'autres développent cette idée-là. De ce que on risque d'aller vers pire et c'est-à-dire on va reprendre et on va reprendre plus fort parce que le discours qui va dominer et qui commence d'ailleurs et qui se comprend tout à fait, c'est celui du manque à gagner. On a perdu puisqu'on raisonne sur la base principalement aujourd'hui d'indicateurs économiques de croissance. On en a perdu beaucoup. Et donc, ça affole et ça crée, et bien sûr, la question de reprendre et de rattraper
de rattraper les points de croissance, est déjà un thème dominant. Et donc, il y a le risque d'être un petit peu, de rester focalisé, de mon point de vue, hein, sur cette question-là et de faire repartir les choses comme elles étaient et de façon même plus accélérée. Parce qu'il faut rattraper ça. Mais Olivier, tu reparleras peut-être de Bruno Latour. Il y a aussi cet espoir que nous fait entrevoir Bruno Latour en nous invitant à nous interroger nous-mêmes et à pouvoir, par ce biais-là, actionner peut-être des leviers politiques. Olivier, toi qui suis l'environnement depuis pas mal d'années, qui est un peu notre grand sage, qu'est-ce que tu vois? Avec Delphine, on est assez complémentaires parce que finalement, c'est la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un fond d'espérance voilà, qui ne m'a jamais trop abandonné. Je pense que rien n'est gagné, rien n'est perdu. Je pense qu'il y a quand même des notions qui paraissent… Enfin, on vit des moments que personne d'entre nous pensait vivre. Et ça nous ramène aussi à des choses essentielles, hein. Donc la valeur justement des relations humaines, hein, notamment tout ce qu'on appelle justement les métiers du care, les métiers du soin, des métiers qui étaient totalement dévalorisés, oubliés dans la société, mal rémunérés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que pour faire fonctionner une société, on a besoin justement, hein, des infirmières, des caissières de supermarché, des gens qui ramassent nos poubelles et pas… Bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais de traders qui spéculent comme ça sur les marchés financiers. Ça n'a aucune utilité pour la société. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que cette prise de conscience, elle soit générale et qu'on dégage justement ce qu'on appelle cette notion de bien commun, hein, l'air, l'eau, le climat, enfin des choses qui sont universelles. Mais ce n'est pas gagné parce que, comme je l'ai dit, on est aussi dans des rapports de force mondiaux qui sont bien au-delà de la France, où on voit qu'il y a des forces qui sont en présence et qui n'aspirent qu'à des solutions simples et simplistes du type fermons les frontières, chacun pour soi, etc. Donc cet antagonisme entre une forme de générosité et d'altruisme et d'autre côté un enfermement, etc., ça a toujours existé, il existera au lendemain de ce confinement. On peut espérer que voilà, c'est ce temps qu'on a pour réfléchir un petit peu à des choses essentielles fasse basculer la majorité d'entre nous vers quelque chose de meilleur. Mais voilà, moi, je reste modeste. On verra ça à Couture 2021. Hein. Voilà, exactement. Merci, merci à tous les trois. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis sur ce Facebook Live. On remercie aussi Émilie Sola qui travaille avec nous au Monde et qui est aux manettes de cette session de Facebook Live, qui d'ailleurs est visible en replay sur le Facebook du festival dans les minutes qui viennent. On vous donne rendez-vous pour d'autres rencontres dans les jours qui viennent, donc restez connectés sur notre Facebook du Festival international de journalisme pour voir quels seront les prochains rendez-vous. Et puis évidemment, on vous donne surtout rendez-vous physiquement, là, parce que c'est bien la vidéo, mais c'est quand même les rencontres physiques qui sont au cœur de notre Festival international de journalisme. Donc on vous donne rendez-vous malheureusement dans 14 mois seulement, ça va faire un peu long. Mais en tout cas, on peut vous donner rendez-vous à des dates, on ne les a pas encore annoncées, donc on vous les donne un petit peu en exclusivité. Donc, le festival 2021 devrait avoir lieu du 9 au 11 juillet 2021. Ce sera évidemment confirmé sur le site du festival dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, rendez-vous à Couture en 2021. Et merci et très bon week-end à tous.